Bien, tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs voeux à vous et à votre famille. Je suis venu aujourd'hui à Marseille pour ce premier déplacement de l'année 2025. D'abord pour passer évidemment un mot de meilleurs voeux et de soutien à l'ensemble des fonctionnaires du ministère de la Justice qui travaillent et travaillent dans des conditions que je sais très difficiles, vu l'augmentation des contentieux, l'augmentation des actes de délinquance qu'ils ont à subir. Et je sais que Marseille, évidemment, est un lieu très important pour le ministère de la Justice, en soutien à ses magistrats, à ses greffiers, à ses agents pénitentiaires, qui luttent contre la criminalité organisée, mais qui aussi sont l'objet de menaces verbales, de menaces physiques. Certains sont mis sous protection du fait des narco-bandits. Et je suis d'abord venu aujourd'hui, en ce premier jour de l'année, symboliquement les soutenir. Ce matin, j'ai eu donc une longue réunion depuis 8 heures du matin avec les services à la fois du procureur général, du premier président, du procureur et du tribunal sur la criminalité organisée. Pendant plus de 4 heures de discussion, je me rends à la PJJ dans quelques instants pour soutenir les agents courageux qui luttent pour la réinsertion des mineurs, dont vous savez que malheureusement l'augmentation de la violence est de plus en plus importante chez les jeunes. Et puis ensuite, j'irai à la prison des Baumettes pour revenir au tribunal ici pour une deuxième séquence sur les affaires civiles et sur les saisies. Le message que je veux passer, c'est évidemment le soutien très fort que j'apporte aux magistrats, aux greffiers, aux agents pénitentiaires et leur dire que je suis là pour 3 raisons. D'abord, les soutenir en termes de moyens, des moyens en personnel qu'il faut pouvoir maintenir avec ce qui a été décidé dans la haute programmation de la justice, c'est-à-dire 1600 personnels de plus cette année. J'ai rencontré la ministre des Comptes publics, je leur remercie de son écoute. Je compte bien que les 1600 personnels de plus soient concrets pour l'ensemble des juridictions françaises, pour le bien de nos concitoyens. Il y a en France un problème très important de moyens de la justice, qui n'est que 2% du budget de l'État. Et nous avons devant nous une difficulté très forte, qui est la difficulté de la justice à répondre aux audiences. Suite au travail qu'ont fait évidemment les forces de l'ordre, les parquets et les juges d'instruction. Rien que dans les Bouches-du-Rhône, il y a 200 procès d'assises en attente. C'est donc évidemment un manque de moyens très important parce que lorsqu'on veut la fermeté, et comme je crois les Français le veulent, comme j'essaye de l'incarner, comme le font les magistrats tous les jours, la fermeté de la justice, c'est la certitude d'être jugé et d'avoir une condamnation avec une peine exécutée. On ne peut pas avoir 200 procès d'assises dans un département, dans les Bouches-du-Rhône en attente. Il en va de la crédibilité de l'action de la République et de la légitimité de notre système institutionnel. Indépendamment des moyens en magistrats, des moyens en greffiers, des moyens en agents pénitentiaires, évidemment de l'autre côté des moyens d'enquêteurs pour le ministère de l'Intérieur, je suis venu apporter aussi un soutien, comme je l'ai dit, parce que les magistrats ici à Marseille font face à une augmentation généralisée de la criminalité. Bien sûr, dans la vie quotidienne, malheureusement, les violences faites aux femmes et aux enfants, la délinquance du quotidien qui pourrit la vie de nos concitoyens, mais bien évidemment, en premier lieu, de la criminalité organisée. Et dans cette criminalité organisée, la place très importante que prend le trafic de drogue en France, en Europe, dans le monde et à Marseille en particulier. Il faut donc mettre les moyens pour lutter contre cette criminalité organisée. Et le point le plus important, sans doute, des prochaines semaines, des prochains mois, peut-être même des prochaines années, c'est les moyens contre le blanchiment d'argent. Il faut taper au portefeuille. On sait que les peines de prison ne sont pas totalement dissuasives pour les plus grands délinquants. Des gens sont parfois condamnés à des dizaines d'années de prison sans pour autant arrêter leur trafic, ce qui pose la question du nettoyage des prisons. J'y reviendrai si vous le souhaitez, mais aussi et surtout de la confiscation des biens qui ont été mal acquis. L'argent, les voitures, le bien immobilier, mais aussi cet argent, ces voitures et ces biens immobiliers qui sont à l'étranger. Et je pense qu'il y a largement encore mieux à faire que nous faisons, même si 41 millions d'euros ont été confisqués cette année dans les Bouches-du-Rhône, ce qui est une somme très importante, mais qui mériterait encore d'être largement développée. Des lois existent déjà, comme les lois Warsmann, que nous devons appliquer, qui permet de saisir et de confisquer avant même un jugement, et évidemment de le systématiser pour la délinquance du quotidien comme pour les plus grands bandits. Ça demande de la coopération internationale, ça demande aussi davantage de moyens en magistrats dans les questions économiques et financières.
Cette question du blanchiment doit être la plus importante de nos actions dans les prochains temps, parce que c'est là où nous pouvons avoir très rapidement des actions rapides, et c'est là où nous pouvons faire mal aux narco-bandits le plus rapidement, avant même d'ailleurs les condamnations comme je l'ai évoqué. Après ce soutien en moyens et ce soutien politique dans l'action que mènent nos magistrats et l'ensemble de la chaîne pénale, je veux évidemment aussi dire que nous devons continuer à avoir un œil particulièrement attentif contre les atteintes faites aux personnes dépositaires de l'autorité publique. Les policiers, les gendarmes, les magistrats, les greffiers, les agents pénitentiaires sont sous le coup parfois de corruption, qu'il faut évidemment condamner avec la plus grande sévérité, et l'État doit être de plus en plus vigilant, mais souvent de menaces. Et je suis venu dire que nous allons soutenir, bien sûr en soutien policier, de protection, ces agents qui font leur travail courageusement, mais que nous allons alourdir, en tout cas c'est ce que je souhaite, alourdir les peines contre ceux qui menacent, corrompent les agents de l'État. Quand la criminalité organisée a assez de moyens pour pouvoir avoir des réseaux téléphoniques parallèles, pour avoir des circuits de financement à l'étranger, pour pouvoir mettre de l'argent dans la vie classique, que ce soit l'immobilier, la restauration et d'autres activités humaines, mais que par ailleurs elle a assez de moyens pour pouvoir corrompre des agents ou les menacer, qu'on n'ait pas peur de menacer un juge, un avocat, un agent pénitentiaire et passer à l'acte, comme on l'a vu dans le drame d'Incarville. Nous sommes dans un point de bascule pour la République. Et donc nous devons collectivement nous réveiller. Je donnerai les instructions dans la circulaire de politique pénale que j'adresserai dans quelques jours au procureur de la République pour que les atteintes, les menaces et corruptions envers les agents publics dépositaires de l'autorité publique soient particulièrement poursuivis avec la plus grande fermeté. Mais nous devons aussi montrer que les exemples de corruption et de menaces sont particulièrement condamnés par notre justice. Voilà en quelques mots. Je suis venu de très nombreuses fois à Marseille dans mes fonctions précédentes. Je voudrais saluer l'action incroyable de tous les agents publics pour la tranquillité. Il y a eu des résultats en cette année 2023, je voudrais quand même les dire. Action du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice. Il y a eu 50%, vous le savez, de règlements de compte en moins à Marseille. On est passé une cinquantaine de règlements de compte mortels en 2023 à une vingtaine. C'est encore trop, mais je constate l'action bénéfique de ce que nous avons pu engager dans des fonctions précédentes avec mes prédécesseurs. Il y a aussi, je vous l'ai dit, 41 millions de confiscations, ce qui est important et qui mériterait encore d'être développé. Il y a eu plus de 3000 personnes qui ont été interpellées pour le trafic de stupéfiants à Marseille, c'est-à-dire 40% de plus en une année d'interpellation. Et donc nous sommes aujourd'hui devant la masse de ces personnes à traiter, à condamner. C'est pour ça que je suis là, pour améliorer, pour simplifier les procédures, mais pour donner davantage de moyens et d'encouragement aux magistrats. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez vu la directrice de la prison des Baumettes qui est en retrait de ses fonctions à la suite de menaces? Alors je me rends dans quelques instants après le déjeuner à la prison des Baumettes. J'aurai l'occasion de pouvoir apporter mon soutien à madame la directrice et à d'autres agents aussi qui ont été menacés et qui sont protégés. Monsieur le ministre, la présence des téléphones portables en prison qui servent notamment aux narcos de continuer leur trafic à l'extérieur, il y a des journalistes de BFM TV qui ont démontré qu'il était possible de pénétrer à l'intérieur de certains centres avec des tout petits téléphones qui font parfois la taille d'un pouce. Dans le cadre précis d'un reportage du fin moment, comment lutter contre ces tout petits téléphones qui s'achètent pour 30 € et qui captent à l'intérieur des prisons? Donc je vous ai dit dès mon premier jour de prise de fonction que à la justice, les mots que nous prononçons doivent correspondre à la réalité que comprennent les gens. Par exemple, lorsqu'on dit que l'on condamne quelqu'un à de la prison, il faut qu'il en fasse de la prison. Et il y a trop de peines de prison qui sont prononcées, qui ne sont pas exécutées et dont jamais la personne ne va une journée en prison. Quand on dit que les gens sont à l'isolement en prison, personne ne comprend, derrière son écran de télévision en lisant son journal, que ces personnes peuvent communiquer à l'extérieur, commander des assassinats, corrompre des fonctionnaires ou pouvoir faire continuer leur point de deal. Donc si je devais résumer en un mot ce que je crois on attend du ministre de la Justice, c'est que les mots prononcés par les magistrats correspondent à la réalité. Et c'est le premier travail que nous devons faire pour que nous soyons compris et que nous soyons entendus et que par ailleurs la légitimité de l'incroyable force que représente une magistrature indépendante dans notre pays soit parfaite pour l'ensemble de nos concitoyens. Et donc évidemment que continuer à téléphoner en prison et gérer son trafic ou commander des assassinats est incompréhensible
pour nos concitoyens, mais aussi incompréhensible pour les magistrats qui passent des jours et des nuits à confondre ces personnes pour qu'elles puissent répondre de leurs actes, ou aux agents pénitentiaires qui risquent leur vie pour les protéger. Nous allons donc multiplier tous azimuts des opérations de nettoyage des prisons. Alors c'est déjà en partie fait puisque plus de 40 000 téléphones portables ont été saisis lors de l'année 2024. Je pense qu'on peut faire davantage. Deuxième chose, nous devons améliorer les sujets, les problématiques techniques pour faire du brouillage pour l'ensemble des cellules qui sont concernées. De ce que j'en comprends, ça fait une semaine que je suis garde des Sceaux. Il n'y a pas l'intégralité des moyens technologiques aujourd'hui à notre disposition pour le faire. Il faudrait par exemple 500 millions d'euros en plus du budget que nous avons pour pouvoir mettre des brouilleurs en imaginant qu'il y en ait disponibles partout dans les prisons françaises. Donc évidemment, il faut qu'on soit plus ingénieux. Il faut sans doute d'ailleurs que nous distinguions, c'était ma proposition dès mon premier jour à l'arrivée place Vendôme, les personnes qui sont dangereuses, qui méritent un milieu sécuritaire et carcéral beaucoup plus fort, qu'on pourrait qualifier d'une forme d'isolement, à ceux qui vont faire quelques mois de détention et qui vont devoir être réinsérés et à qui on ne peut pas avoir évidemment le même régime, bien sûr, d'isolement. Et donc, une de mes propositions, j'en parlerai au président de la République et au Premier ministre, c'est que sur la criminalité organisée, nous nous intéressions au sujet qui est un danger profond pour la République et pour nos concitoyens, dans le même parallèle que ce que nous faisons pour le terrorisme. Et donc, c'est pour cela que j'ai proposé que nous fassions d'abord une sorte d'appartement témoin, si vous me permettez cette expression, en prenant les 100 plus importants narcotrafiquants qui sont dans nos prisons. Je rappelle qu'il y a 17 000 détenus en France qui sont confondus pour trafic de stupéfiants. Donc 100 sur 17 000, je pense qu'un grand pays comme la France est capable de le faire, en isolant ces personnes particulièrement, en les fouillant particulièrement et en brouillant particulièrement leur communication, parce que c'est pas la même chose quand vous avez un grand narcobandit qui a un téléphone avec accès à des réseaux cryptés et des réseaux sociaux, à une personne qui est là quelques mois en prison et qui n'était pas là pour trafic de stupéfiants. Donc nous devons discriminer mieux les détenus pour pouvoir effectivement, dans un premier temps, assez rapidement, faire comprendre aux citoyens de la rue que nous agissons avec efficacité. Je constate d'ailleurs que lorsque ces narco-bandits sont mis à l'isolement, ça a été le cas récemment dans le cadre de la guerre des clans qu'il y a eu ici à Marseille, un certain nombre d'assassinats ciblés se sont arrêtés. Et donc ce qui prouve bien que la preuve du pudding étant qu'il se mange, que lorsque nous mettons à l'isolement des personnes extrêmement dangereuses, nous passons un message que la prison n'est pas évidemment un lieu où on peut continuer son trafic, mais aussi on aide beaucoup les magistrats, les services de police et bien sûr les citoyens à vivre plus calmement. Donc c'est la priorité que je me suis fixée dans la criminalité organisée. J'ai à mon retour de Paris des réunions avec l'administration pénitentiaire pour qu'ils me fassent remonter les 100 profils que j'ai demandés et que très pratiquement, avec la libération des places de prison qui sont dans les prochaines inaugurations, et vous allez en connaître ici à Marseille, nous puissions particulièrement montrer cet appartement témoin que j'espère nous généraliserons à l'ensemble de ceux qui continuent leur trafic de prison. Où en est l'enquête administrative sur la situation de la prison de Luynes qui a lancé votre prédécesseur suite notamment à des assassinats qui ont été commandités depuis cette prison? J'en ai pas encore pris connaissance, mais j'ai promis, puisque nous avons eu un échange avec les élus du territoire, de revenir d'ici un mois dans les Bouches-du-Rhône et de rediscuter de l'ensemble de ces questions, et notamment de la question de la prison de Luynes. Le président du tribunal judiciaire, lors de la présentation des nouveaux magistrats, réclamait le fait que 12 magistrats supplémentaires siègent et parquets. Vous alliez bien conforter. Est-ce que vous avez cette garantie aujourd'hui? Alors je vous rappelle, madame, qu'il n'y a pas de budget voté. Et donc on pourrait peut-être se retourner vers les parlementaires qui n'ont pas donné de budget à la nation. Ce qui pourrait répondre à la question que vous posez. D'abord pour que nous ayons des moyens supplémentaires pour nos justiciables, pour nos magistrats, pour nos greffiers, pour nos agents pénitentiaires. Encore faut-il que la France ait un budget. Comme on est en loi spéciale, nous sommes dans la reconduction des crédits de l'année dernière. Et donc nous ne sommes pas pour l'instant en mesure de donner les crédits et les postes que pour le même Parlement d'ailleurs avait voté dans sa loi de programmation. Vous remarquerez que le paradoxe ne manque malheureusement pas de sel et ce serait risible s'il ne s'agissait pas de la sécurité de notre pays. Donc je compte bien défendre les mêmes arbitrages budgétaires, si vous me le permettez, un peu supérieurs que mes prédécesseurs pour le budget du mois de février prochain, puisque la justice a besoin de cet argent et a besoin de cohérence dans son action. Je tiendrai les engagements de mes prédécesseurs et je voudrais y rajouter ma patte personnelle, si vous me le permettez. La lutte contre le blanchiment, la lutte contre la criminalité économique et financière en lien avec la criminalité organisée et le narco-banditisme sera la priorité des moyens que j'affecterai
Et la deuxième priorité, c'est les violences faites aux enfants, comme je l'ai déjà évoqué. Peut-être, Monsieur le ministre, sur la future cité judiciaire de Marseille, les avocats marseillais notamment sont vent debout contre une délocalisation dans le nord de la ville. Déjà, ce projet, 350 millions d'euros, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que cette cité judiciaire va voir le jour? Alors l'avantage d'être là depuis une semaine, c'est que je peux vous répondre que je n'ai pas encore pris connaissance de l'intégralité des dossiers. J'ai entendu que la presse évoquait que j'étais parfois hyperactif. Je constate que vous pensez que je suis trop lent, donc j'essaierai de m'améliorer dans les prochaines heures. Merci beaucoup. Vous étiez en mars dernier ici à Marseille pour lancer PlaceNet. 10 mois après, est-ce qu'on peut tirer un bilan? Alors on peut toujours tirer un bilan. Moi je constate que grâce aux actions que nous avons menées, d'ailleurs en lien avec la justice, puisque j'étais venu à l'époque, monsieur le procureur de la République était présent avec le président de la République et le garde des Sceaux, nous avons mis, me semble-t-il, à l'ordre du jour la lutte contre les points de deal sur la voie publique. Vous savez, le trafic de drogue, il est évidemment dans toutes les sociétés, et je voudrais juste vous dire quelques mots pour dire qu'il corrompt toutes les sociétés. La première cause de mortalité aux États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, c'est le fentanyl, c'est une drogue de synthèse. Toutes les sociétés sont concernées par le terrorisme et par le trafic de drogue. Dans le trafic de drogue, qui est très difficile à arrêter, mais que nous devons donner des moyens très importants, le but ultime de notre action, c'est faire que les organisations criminelles n'aient pas une taille assez critique pour empêcher l'État de fonctionner, pour que nous n'ayons pas en face de nous des narco-États, comme il y en a eu malheureusement, même si les choses se sont un peu rattrapées depuis, aux Pays-Bas ou en Belgique, pour éviter que la masse financière puisse développer des communications téléphoniques satellitaires. Les affaires Sky ECC ou Encrochat ont montré qu'ils avaient des réseaux de communication parallèles à ce que nous pouvons écouter, ou de la recherche et développement dans les drogues de synthèse. Donc quand nous luttons contre des points de deal qui rapportent 15 000, 20 000, 30 000, 40 000 euros par jour, nous luttons pas simplement contre le deal de rue et la santé publique, nous luttons pour éviter que la pieuvre soit aussi importante. Et le travail des opérations PlaceNet était de montrer que la voie publique appartenait à la République et pas aux délinquants. Alors bien sûr, je sais qu'il y a des livraisons par drone, je sais qu'il y a des livraisons par scooter, je sais qu'il y a des livraisons par bateau, je sais qu'il y a des livraisons par voiture, je sais qu'il y a beaucoup d'ingéniosité dans le trafic de drogue, mais ce qu'a montré PlaceNet, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire, c'était que les policiers retournaient à la paternelle, on retournait dans tous les quartiers nord et montrait que nous étions, nous, la République, à notre place. Alors évidemment, ça n'a pas d'intérêt, même s'il y a eu énormément de saisies très importantes et beaucoup d'interpellations, s'il n'y a pas un démantèlement des réseaux. Et c'est pour ça que le travail, et je suis très heureux d'être passé du ministère de l'Intérieur au ministère de la Justice pour pouvoir compléter ce travail de voie publique que font les policiers, doit être lié avec ceux qui commandent les trafics, qui sont soit dans nos prisons, puisque souvent ils ont déjà été arrêtés, soit à l'étranger. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me rendrai également dans des pays étrangers pour améliorer notre coopération, puisque je me rendrai aux Émirats Arabes Unis pour notamment évoquer la question de Dubaï d'ici la fin du mois de janvier, autour du 20 janvier, pour pouvoir améliorer cette coopération judiciaire. Vous savez, j'ai constaté dans mes fonctions précédentes que le travail de la République, elle devait être à la fois au coin de la rue, parce que c'est le symbole de notre impuissance lorsque nous ne sommes pas au rendez-vous. Et c'était l'occasion des opérations PlaceNet de remettre les policiers, les gendarmes et l'action judiciaire en bas de la rue. Mais ce bas de la rue, il doit être complété par une action de lutte contre le grand banditisme. Et c'est pour cela que je vais regarder avec intérêt tout le travail qui est fait sur le narcobanditisme. Il y a le rapport de M. Ricard, que mon prédécesseur avait missionné. Il y a le travail des sénateurs Blanc et Durin, qui ont rendu un rapport extrêmement intéressant. Et par ailleurs, une proposition de loi auquel je vais apporter mon parfait soutien et que je compléterai par d'autres idées que je peux avoir avec mes services. Et c'est pour ça que dès lundi midi prochain, j'ai une séance de déjeuner de travail avec Bruno Retailleau, parce que ce que je voulais vous dire, et je veux le redire, police et justice sont dans la même barque. Et que les problèmes de la police, c'est les moyens de la justice. Et donc ensemble, nous allons travailler pour plus de fermeté et pour que du coin de la rue jusqu'au coin de la planète, nous puissions arrêter les narcotrafiquants et montrer que la République est chez elle et que quand on est trafiquant, on doit se cacher et on ne doit pas avoir pignon sur rue. Et comment vous multipliez les isolements quand les prisons sont saturées ? Nous avons un problème de surpopulation carcérale qui est très important, 30% de détenus en plus. Je constate que cette surpopulation carcérale est bien sûr présente dans les maisons d'arrêt, c'est-à-dire en attente des jugements, et que lorsque les gens sont condamnés, les choses vont mieux, même si elles sont toujours très, très difficiles, mais que nous avons su le faire pour les acteurs du terrorisme. Ce qu'il faut faire dans la vie, c'est des choix. Et je pense que les Français comprennent le choix lorsque je dis que quelqu'un doit être condamné à une petite peine de prison, qu'il fasse sa prison, pas forcément dans un milieu carcéral qui demande des miradors, des barbelés. Vous savez, le ministère de la Justice, il construit des prisons en 7 ans.
peut-être un peu long, parce que c'est le même modèle partout. Voilà. Et quand j'étais ministre de l'Intérieur, on avait beaucoup de mal à créer des centres de rétention administrative parce qu'on mettait 4 ans pour les construire. On a simplifié les choses. On avait du mal à créer des brigades de gendarmerie, on mettait 5 ans pour les construire. J'ai demandé qu'on fasse des brigades de gendarmerie sans locaux de garde à vue, par exemple, parce qu'on n'a pas besoin de partout de locaux de garde à vue, ou sans lieu de blindage pour les armes, parce qu'on n'a pas le lieu d'avoir toujours du blindage pour les armes. Donc il faut simplifier nos process. Ce qu'on demande au ministre de la Justice, c'est pas de prendre des décisions à la place des magistrats, ils savent très bien le faire et en toute indépendance, c'est de trouver des moyens et surtout de la simplification. Vous savez, monsieur, moi j'ai entendu l'administration pénitentiaire, comme des greffiers, comme des juges et comme hier des policiers, des gendarmes, la même demande. Simplifier. Simplifier la procédure pénale, simplifier qu'il y ait des charges pour construire des prisons, simplifier les relations entre les acteurs. Je pense qu'avec un peu de priorisation, un peu de moyens et un peu de bon sens, on devrait pouvoir isoler, dans un grand pays comme la France, sur 82 000 détenus, les 100 plus gros trafiquants. Vous avez beaucoup parlé de corruption des agents. Est-ce que c'est un sujet qui vous est remonté? Est-ce qu'il y a une préoccupation de votre part sur ce sujet? Il y a évidemment une préoccupation lorsque les organisations criminelles ont assez de puissance pour pouvoir menacer et ou corrompre des agents publics. Nous le savons déjà, quand j'étais ministre des Comptes publics, les douaniers étaient particulièrement visés, puisque l'entrée de la drogue se fait par les ports, vous le savez. Et d'ailleurs, il y a des dockers, des douaniers qui sont menacés, et pour les dockers, des gens qui sont exécutés par des organisations criminelles. Nous savons que des agents publics en Europe, et je pense notamment au nord de l'Europe, connaissent une corruption avancée. Et oui, nous devons faire particulièrement attention à la vulnérabilité de nos agents, qui ne sont pas très bien payés pour le travail qu'ils font, dont l'accompagnement n'est pas toujours social ou psychologique au rendez-vous. Et c'est le travail de la hiérarchie intermédiaire, et notamment du ministre, de s'y intéresser. Mais là encore, le parallèle avec le terrorisme est intéressant. Nous avons eu des agents qui étaient radicalisés. Et je rappelle qu'à la suite du drame de l'attentat de la préfecture de police, partout, y compris dans les services de renseignement français, il y avait des agents qui étaient radicalisés. Et nous avons mis en place un système pour évaluer les agents, regarder leur vulnérabilité et les suivre et les écarter parfois lorsqu'ils étaient en contact avec des fonctions qui pouvaient faire naître des choses aussi ignobles que des attentats. Eh bien, comme la criminalité organisée, c'est la menace première de notre pays, nous devons sans doute nous inspirer de la lutte contre le terrorisme. Ça passe par du renseignement, ça passe par l'isolement, ça passe peut-être par des juges encore plus spécialisés, et ça passe peut-être par un renseignement administratif sur nos agents. Hier, nous regardions ceux qui étaient radicalisés pour islamisme radical. Aujourd'hui, on doit peut-être regarder ceux qui sont plutôt sensibles à des faits de corruption. Ils sont très minoritaires, mais ils existent sans doute, et il faut que la République soit particulièrement attentive. Comme on le disait dans l'Empire romain, la femme de César ne peut pas être... Vous connaissez la suite. Il semble que pour narcobandie, le chiffre de 100 plus gros narcobandie, vous l'avez choisi sur quels critères? Pourquoi 100? Alors madame, moi j'ai été maire d'une commune pauvre. Et quand je suis devenu maire, après 30 ans d'une même couleur politique, sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans les caisses, je me suis dit comment je vais pouvoir montrer à ma population que les choses changent. Et si vous changez tout d'un seul coup, non seulement ils ne vous croient pas, la ville est en travaux, mais en plus vous n'avez pas assez d'argent. Et à la fin, on vous dit, mais alors qu'est-ce que vous avez fait? On ne croit pas à votre espoir et à votre projet. Donc vous faites en immobilier ce qu'on appelle un appartement témoin. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté sur pièce un appartement, mais vous louez quelque chose qui correspond à un programme starter, comme dire les promoteurs immobiliers. Ben, je pense que c'est ce qu'il faut faire dans l'action publique. C'est ce que j'ai fait au ministère des Comptes publics quand on a fait l'impôt à la source, et c'est ce qu'on a fait au ministère de l'Intérieur, qui nous a permis ensuite de faire des choses comme les Jeux Olympiques à grande échelle. Donc, quand on a peu de moyens, qu'on a peu de temps politique, et que par ailleurs on a une urgence de sécurité, je prends le chiffre de 100 par convention, parce que je pense que sur 82 000 détenus, un grand pays comme la France est capable de le faire avec du volontarisme politique, pour faire une opération starter, vous voyez, pour montrer que c'est possible. Parce qu'il y a des obstacles juridiques, des obstacles financiers, évidemment le sujet avec les droits de la défense, la condition à dignité des détenus. Et donc j'imagine que tout ça est compliqué, sinon les gardes des Sceaux précédents, on l'aurait évidemment fait. Donc ma technique, si j'ose dire, c'est d'agir comme ministre comme j'agis comme maire. Parce que je crois que le bon sens du maire, qui a des moyens limités mais qui doit parler à sa population, qui doit à la fois montrer du volontarisme et prendre en question les contraintes, donne de l'espoir à tout le monde. Si j'arrive à montrer que dans le nouveau quartier qui était hier un quartier en grande difficulté sociale, nous avons non pas 4 nouvelles écoles mais une nouvelle école,
qu'on n'a pas 30 nouveaux immeubles, mais 2 nouveaux immeubles, que la rue est régulièrement nettoyée et que la délinquance a baissé parce que j'ai mis des caméras de vidéosurveillance, ça donne de l'espoir dans l'action publique. Et j'ai bien conscience que la politique aujourd'hui, c'est des gens qui ne croient pas en l'action publique. Donc, pour répondre à votre question, je fais une démonstration par l'exemple. Et nous commençons par les 100 premiers narcotrafiquants. Je pense que dans le temps qui m'est imparti, avec les moyens que j'ai, c'est quelque chose que nous sommes capables de faire. Vous parlez beaucoup de proximité. Quelles sont vos solutions concrètes aujourd'hui pour justement faire de la justice de proximité? Alors j'aurai l'occasion tout à l'heure d'en parler en matière civile, parce que j'oublie pas que l'essentiel du lien de la population avec la justice, ce sont des questions qui relèvent des affaires civiles, des affaires familiales. C'est ça qui handicape le plus nos concitoyens pour croire dans les décisions de justice. Vous savez, par exemple, la proximité, elle se déroule aussi dans le bon sens, monsieur. Il y a 3 semaines, avant même de savoir que j'étais garde des Sceaux, je reçois dans ma permanence à Tourcoing un homme qui avait la tutelle sur son enfant handicapé. Ce monsieur est ouvrier, il a un cancer et il veut mettre de l'argent de son compte courant, le compte courant de son enfant handicapé, sur l'assurance vie, parce qu'il pense qu'il va peut-être ne plus pouvoir s'occuper de son fils vu ses problèmes de santé. Il a écrit 3 lettres recommandées au juge des tutelles. Il n'a toujours pas de réponse. J'en veux pas au juge des tutelles, qui doit être submergé. Mais avouez que c'est un petit peu incompréhensible pour le monsieur que j'ai reçu, qu'il est le père de son fils. Il a la tutelle. Et par ailleurs, c'est pas pour dépenser l'argent. Si vous avez compris, mettre de l'argent du compte courant sur l'assurance vie, d'attendre une réponse du juge de tutelle au bout de 3 lettres recommandées pour faire cela. Il y a plein de simplifications qui peuvent correspondre à la proximité. Et je crois que dans notre façon de faire, nous devons d'abord demander aux praticiens du droit en premier quelles sont les demandes de simplification qu'ils le font. C'est ce que aujourd'hui m'ont présenté les magistrats pour les affaires. Et j'écrirai à l'intégralité des membres de mon administration à la fin du mois de janvier pour demander à chaque magistrat, à chaque greffier, à chaque auxiliaire de justice, quelles sont ces propositions de simplification. Je vais d'abord rencontrer les organisations syndicales à partir de lundi et toute la semaine. Mais une fois que j'aurai rencontré les organisations syndicales, j'espère qu'elles joueront au jeu de cette demande de simplification par le bas. Tous les agents du ministère pourront proposer des simplifications. Alors il y a des choses qui pourront être faites rapidement, d'autres qui passeront par la loi, d'autres qui seront plus difficiles à faire. Mais c'est ça la proximité, c'est la compréhension et l'accès au droit, en aidant évidemment tous ceux qui aident à cette proximité. Je pense notamment des maisons d'accès de la justice et du droit qui font un travail formidable. Merci beaucoup.